Oui, toc. Bonsoir, bienvenue. Mélanie Paris, quand même, parce qu'elle ne va pas se présenter. Donc, elle est quand même la responsable de la programmation ici à la Cité du Vin. Chère Mélanie, je vous en prie pour accueillir nos amis. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. C'est un nouveau cycle de rendez-vous qu'on propose à la Cité du Vin, donc sur l'environnement et le vin. Voilà, donc on aura plusieurs rendez-vous cette année. Aujourd'hui, nous accueillons un beau plateau d'invités, les vignobles face au changement climatique. Cette rencontre va être animée donc par Denis Chessou, que vous nous connaissez peut-être, que vous avez déjà peut-être entendu, qui est journaliste, présentateur de l'émission sur la nature et l'environnement CO2 Mon Amour, sur France Inter depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans. Donc il a été visionnaire dans cette démarche. Et donc cette table ronde va durer environ 1 heure et vous pourrez ensuite poser des questions. On fera circuler un micro-ballon dans le public. Donc vous pourrez poser des questions à nos invités. Bienvenue à ceux aussi qui sont sur Zoom, qui nous suivent en ligne. Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions via l'application, dans la partie QR de votre application. Donc n'hésitez pas, nous relayerons les questions à nos invités. Voilà. Je voulais remercier aussi le soutien de la distillerie d'Ouan, sans qui ces événements ne pourraient pas avoir lieu. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour la partie questions. À tout à l'heure. Grand merci, chère Mélanie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir les unes les uns les autres. On ne remerciera jamais assez aussi nos amis phéniciens qui n'ont pas pu venir, nos amis phocéens qui nous ont peut-être aussi apporté les premiers cèpes. Et puis, donc, après, nos amis romains quand même qui ont fait sacrément le boulot. Et puis quand même quelques moines, me semble-t-il, qui ont permis donc à cette vigne quand même de joyeusement prospérer, donc chez vous, en Bourgogne, partout, dans de très, très merveilleux coins de France. Et puis se souvenir qu'au début du Moyen-Âge, la vigne était présente absolument partout. C'est-à-dire que vous aviez donc de Narbonne à Lille, aux confins du Finistère jusqu'en Alsace, vous aviez de la vigne en France. Donc il n'y a strictement rien d'immuable, c'est absolument comme le climat, et donc on va pouvoir en parler, puisque donc... Aujourd'hui, dès que vous mettez climat, il y a 3 jours, j'animais donc sur climat et forêt, mais le problème de l'eau, vous pouvez mettre climat automobile, ça fonctionne. Voilà, c'est-à-dire que ce sujet-là, donc, s'est invité, donc on va dire, il y a déjà quand même facilement 30, 40 ans, etc., si on veut même plus que ça, mais on s'y intéresse depuis relativement peu, en définitive. Et nos jeunes, eux, ont compris évidemment que c'était une génération climat et que les choses allaient changer. Donc le monde changera, si vous voulez, dans les 20 prochaines années, plus que dans les 30 dernières. Bien. Est-ce pour autant, est-ce que tout est dramatique? Non, sinon on ne serait pas là. Sinon, on ne serait pas là. Donc, on va pouvoir en parler avec, peut-être commencer avec vous, cher Hervé Le Treut, parce que alors, je vais vous présenter bien sûr les uns les autres. Nous avons 2 vignerons. Nous avons Philippe Bardet. Philippe Bardet, donc homme de Saint-Émilion, puisque je parlais d'église, donc voilà, donc Saint-Émilion, le bien nommé, donc qui va nous dire comment il fait lui par rapport donc à ce climat. Et puis nous avons Édouard Cazal. Alors Édouard Cazal, donc ça, on se dit c'est un nom d'ici, quoi. Enfin, c'est un nom de mon sud-ouest, ça. Eh bien, cet homme-là, donc plante de la vigne. Oui, formidable. Où ça? En Ille-et-Vilaine. Très intéressant. Va-t-il détrôner le chouchen ou la bière bretonne? On va voir ça donc avec lui. Édouard Cazal va pouvoir nous en parler. Nathalie Olat, donc aussi avec nous, femme biologiste, chercheuse, directrice aussi à l'INRAE, et donc qui travaille depuis déjà pas mal de temps sur climat donc, et vignes. Donc on va voir avec elle. Et Hervé Le Treut, il nous fait vraiment le plaisir d'être là parce qu'il a quand même des origines ici bordelaises, même si l'homme vit à Paris, a été au CNRS, professeur à la Sorbonne, physicien du climat, homme du GIEC, donc connaissant tout cela. Alors, cher Hervé Le Treut, on va d'abord poser le décor, après on va arriver bien sûr sur notre vigne, sur comment les vignobles évoluent, comment s'adaptent les vins d'aujourd'hui et surtout de demain, mais quand même 3-4 choses quand même qui sont importantes à avoir en tête sur le climat. Et peut-être commencer sur, voilà, on sait un certain nombre de choses, les fameux 1,5 degré de climat. Alors, ce n'est pas de la météo. Premier point, différence entre le climat et la météo, vous allez nous le dire. La météo, en gros, c'est sur le pas de la porte. C'est-à-dire que demain, on peut avoir 5 degrés de plus, 5 degrés de moins. Ça, c'est la météo. Et la climatologie, en général, on est quand même sur une durée qui va faire une trentaine d'années en mélangeant donc un certain nombre de sciences.
Beaucoup de météorologues de Météo France on a aussi des climatologues donc à l'intérieur. Mais très vite, effectivement, en 2 phrases, météo et climat quand même, Hervé Le Treut. Ben, météo et climat, c'est effectivement des choses qui sont assez différenciées quand même. Je pense qu'aujourd'hui, on sait absolument mieux que la partie de météo, c'est quelque chose que l'on sait prévoir. Je crois que cette prévision, c'est quelque chose qui est un acquis de beaucoup d'années, qui n'existait pas quand j'étais jeune. On ne savait pas faire plus que ce qu'on sait faire maintenant. Donc on était dans un domaine vraiment qui est celui de la prévision. Ce qu'on fait dans le domaine du climat, c'est pas de la prévision, c'est quelque chose de plus compliqué, de plus difficile, et qui a par contre évolué de manière extrêmement rapide. Je pense qu'il y a une manière peut-être de représenter ça. On parle d'une évolution qui est une évolution qui aujourd'hui est une évolution marquante. Alors on peut parler effectivement de quelque chose qui ressemble à une le mot m'échappe un tout petit peu, oui. mais c'est le mot que j'ai dit tout à l'heure. Rupture. La rupture, voilà. La rupture, je pense que c'est quelque chose de majeur. Pendant beaucoup d'années, on a travaillé sur ces problèmes de climat en essayant de voir un petit peu comment les choses se développaient. Et la question revient souvent, est-ce qu'on peut avoir quelque chose aujourd'hui qui nous donne des indices forts sur ce qui pourrait se passer? Et en fait, ça se passe déjà. En fait, on est déjà parti très fortement, et grâce, entre guillemets, de ce que nous donnent tous les problèmes de climat plus de deux manières, par exemple, excusez-moi. On a à la fois aujourd'hui un système dont on sait qu'il est évolutif, rapidement évolutif, qu'on ne le maîtrise pas, et puis en même temps, on a deux enjeux qui sont liés les uns aux autres. Le premier, c'est qu'on doit aller très vite. On doit aller très vite dans tout ce qu'on fait. Pourquoi très vite? Parce qu'en fait, on n'a pas de possibilité de retour en arrière dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Aller très vite, ça veut dire quoi? En adaptation ou en atténuation? Alors, atténuation, c'est différent de l'adaptation. C'est-à-dire qu'effectivement, on subit les choses et donc on va s'adapter. Et l'atténuation, c'est on essaye quand même de diminuer l'affaire, de limiter la casse, quoi. En fait, il y a effectivement peut-être à serrer un petit peu ce qui se passe aux échelles courtes. Les échelles courtes, alors qu'ils sont beaucoup moins courtes que celles de la météo, mais qui sont quand même des échelles qui jouent un rôle majeur aujourd'hui. Ces échelles courtes sont des échelles qui sont celles où on n'a pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on engage le futur déjà à ce niveau-là. Et donc, on a un besoin aujourd'hui d'essayer de définir cela au mieux, au plus vite, sans attendre. Je crois que cette idée qu'on doit ne pas attendre par rapport au système climatique, par rapport à tout ce qui se passe, ça c'est une première idée très... Donc c'est la rapidité des phénomènes ce qu'il faut retenir quand même aussi là, actuellement. Oui, je pense que ça c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, et on le voit, on a beaucoup d'éléments qui se font, on parle, et puis on a besoin vraiment d'agir de manière extrêmement forte par rapport à ça. Et puis il y a un deuxième domaine en fait qui est très important, c'est celui justement de cette emprise que l'on a sur le futur. On a aujourd'hui quelque chose qui est très fortement marqué par le fait qu'on a engagé ce futur de manière forte et dans des échelles de temps qui sont aussi des échelles de temps extrêmement longues. Donc on est dans ce cadre-là, dans quelque chose d'assez différent, qui va demander de réfléchir proprement, de manière très précise, ce qui est possible, ce qui est impossible, dans des échéances, dans des domaines qui sont longs. Sachant que on n'a pas la capacité de tout savoir, on est sur un système atmosphérique qui est relativement chaotique, donc on ne saura jamais tout, et donc on doit essayer de se préparer, et c'est là que ça revient effectivement par rapport à ce que vous disiez sur les problématiques du futur, et de savoir
comment on peut définir ces problématiques-là? Finalement, on doit essayer de regarder dans le détail ce qui peuvent provoquer des éléments nouveaux, inattendus, pour lesquels on doit se préparer. Alors, souvenez-vous, il y a 20 000 ans, quand vous étiez là, donc les uns et les autres, à côté dans le Périgord, il y avait 4 degrés et demi de climat de moins. Et au lieu d'avoir des touristes anglais, il y avait des gars qui dessinaient des bisons, etc. Et voilà, nous avions effectivement sur les grottes des animaux qui nous disaient bien effectivement quel était le climat. Et donc ça, c'était donc il n'y a pas si longtemps. Mais quand on parle de la rapidité des phénomènes, c'est qu'après, il y a eu du temps, il y a eu plusieurs milliers d'années, effectivement, pour arriver à notre climat qui a permis donc à l'homme, la période du néolithique, de s'installer, de devenir agriculteur. Et donc, les désirs de l'homme, après, dans notre monde absolument merveilleux et joyeusement fracassé, ont été supérieurs à la réalité physique du monde. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la Terre, ce sont les lois physiques de la planète qui vont vraiment dicter notre destinée. Mon grand copain Jean-Louis Etienne, dans le département du Tarn, que vous connaissez, bon, un gars qui part là où il fait froid. Hein, c'est un gars qui part dans le pôle Nord, il part dans le pôle Sud, enfin, il fait que ça, c'est incroyable. Non, et puis on a cette passion, pas passion, non, mais cet amour commun de notre département natal, tous les deux. Il a une très belle image. Il dit, écoutez, ce soir, vous êtes là, vous avez normalement une température corporelle autour de 37 degrés, on va faire simple, hein, ça peut être 36,8, s'il y a des toubibs dans la salle, ils pourront me contredire, mais enfin peu importe. On va dire entre 36,5 et puis 37, 37,5. Parfait. 38, vous sortiriez de la fièvre. Mais vous seriez là parce que vous avez dit, ça peut être vachement intéressant ce qu'ils vont raconter. 39, vous ne seriez pas là. Il y a 2 degrés d'écart. Alors, je sais que ce n'est pas la même chose, mais c'est pour prendre une image. Pour prendre une image, et effectivement, les fameux 2 degrés, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les atteindre, mais on a bien vu effectivement la suite du rapport du GIEC qui est sorti donc, il y a 2 jours. Valérie Masson-Delmotte, tu connais très très bien Hervé Le Treut, nous a dit on est maintenant dos au mur. Ça rigole plus, quoi. C'est-à-dire effectivement, qu'est-ce que ça va être? Alors je sais que peut-être dans la salle on a plus peur des araignées que d'un rapport du GIEC, mais la réalité elle est quand même là, quoi. On a déréglé le thermostat de la planète. Donc on va faire effectivement avec. Et la vigne, effectivement, va aussi faire avec. Donc ça peut être intéressant, Nathalie Olat. Donc alors peut-être encore d'autres, un petit point Hervé, je t'en prie. Juste une chose, c'est pour dire qu'effectivement, quand on regarde l'évolution de ces systèmes-là, on doit faire attention à un fait, c'est-à-dire qu'on a eu dans le système climatique, donc dans la période intermédiaire par rapport à celle dont on parlait tout à l'heure, un système extraordinairement stable. Ce qui fait que pendant des décennies, ouais, tout ce qu'on appelle cette définition de ce qui a pu se passer dans ce domaine un peu intermédiaire, hein, l'Holocène, on s'est trouvé face à quelque chose d'extraordinairement stable. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais d'une rupture. La rupture, elle est venue de manière extraordinairement forte elle-même. Et cette rupture extraordinairement forte, c'est celle qui vient des gaz à effet de serre, essentiellement. Et on a un besoin impératif d'essayer de définir ces choses-là. Et on sait que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Parce que quand on regarde toutes les courbes que l'on a, c'est des courbes qui sont ascendantes et qui sont des courbes qui vont continuer. Donc on est effectivement dans une situation qui est une situation qui ne veut pas dire que on va mourir nécessairement tous. On voit bien qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient là dans des périodes très froides, des périodes très chaudes aussi, ensuite peut-être. Mais par contre, c'est vrai qu'on doit prendre en compte le caractère très particulier de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je viens parler effectivement de cette idée de rupture. On est dans une forme de rupture très très forte. Oui, et donc c'est pour ça que je vous parlais moi de changement de civilisation, effectivement, dans les 20 prochaines années. Ce qui ne veut pas dire pour autant. Alors on est, si vous voulez, en cette période, on est sur une fin de civilisation quand même. Alors qu'en même temps qui a été génial. Hein. Attention, moi je fustige pas du tout nos anciens, ce qu'ont fait mes grands-parents, etc. Non, on hérite quand même de quelque chose. Mais c'est vrai que nous sommes des animaux à la fois merveilleux, on a plein de génie. Mais on est merveilleusement imprévoyant, on est merveilleusement arrogant et on est merveilleusement cupide.
Donc tout ceci, vous prenez le cocktail. Je ne parle pas de nous, pas forcément dans la salle, vous voyez, mais d'une manière absolument générale. Donc ça a été ça. On a eu de l'énergie qui ne coûtait pas un rond. On a eu de l'énergie extrêmement facile. Et donc, effectivement, tout ce surplus, ces émissions de gaz à effet de serre, heureusement, remercions le CO2, parce que sinon, on serait sur une planète avec moins 18 degrés, hein, s'il n'y en avait pas. Donc, voilà. Mais la réalité, elle est là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Quelle terre va-t-on laisser à nos enfants? Quels enfants va-t-on laisser à la terre? Et quelle vigne? Nathalie Hollat, ingénieure de recherche donc à l'INRAE, biologiste. Vous dirigez donc un laboratoire qui s'intéresse aux actions de la vigne avec l'environnement. Alors bon, tout le monde est au courant là-dessus. Si je vous dis, les dates de vendange, maintenant on vendange pas au mois de juin, hein, je vous rassure, mais c'est plus forcément le mois de septembre, etc. Ça, on va dire que c'est acquis déjà depuis combien de temps d'ailleurs, Nathalie, donc cette affaire-là Alors, on constate l'avancée des dates de vendange. Il y a des... Hervé Le Treut parlait de rupture. Concernant la biologie, la rupture, c'est la fin des années 80 du siècle dernier. Et là, à partir de ce moment-là, pour la vigne et pour d'autres espèces, hein, on a commencé à avoir une avancée. Alors, c'était les premières années, hein, c'était peut-être pas visible, mais progressivement, les vendanges ont pu être avancées. La teneur en sucre des raisins a augmenté assez régulièrement. Et puis d'autres composés qui sont dans le raisin, qui sont très importants pour la qualité, on parle des acides, des polyphénols, ils ont été affectés aussi. Donc c'est vraiment à cette période-là qu'on a commencé à avoir un effet, et c'est toujours en se retournant qu'on peut le mesurer. Donc, et maintenant, c'est notable. Enfin, en 2003, je pense que ça a été le premier choc, hein, pour la vigne et pour d'autres cultures, pour les êtres humains, bien sûr. Cette année très particulière avec une canicule marquée. Ce qu'il faut se dire, c'est que 2003 pourrait devenir une année moyenne à l'avenir. Donc c'est un peu ce qu'on a constaté sur la vigne jusqu'à présent. Et puis plus récemment, il y a des phénomènes comme le gel au printemps qui existaient auparavant, mais qui paraissent arriver de manière plus régulière. Et ça, c'est aussi lié à l'avancée, parce qu'on a avancé les dates de vendange, mais tout le cycle de la vigne, le moment où elle commence à rentrer en végétation au printemps, et puis quand elle fleurit en juin, et ensuite quand elle commence à mûrir, on appelle ça la véraison, et bien tout ça, ça a été décalé dans le temps, avancé, et on a de la végétation plutôt au mois d'avril, mais il peut toujours y avoir des gelées. Et ça augmente le risque. Et c'est ce qu'on a observé depuis 2015, peut-être des phénomènes plus récurrents de gel. Des vignobles sont encore plus sensibles. En Val-de-Loire, par exemple, ce sont des vignobles qui ont connu quasiment des années de gel de printemps très constamment. Philippe, Philippe Bardet, prends le micro, parce que ça tu connais bien, hein, t'as connu là, ça gel de printemps, parce que ça paraît contre-intuitif. Il y a peut-être des personnes qui se disent, mais attends, il nous parle de réchauffement climatique et on a plus de gel de printemps, tu vois, donc alors qu'en fait, non. Je confirme, dans toute ma carrière, on a gelé une seule fois en 91, c'est tout. C'était le seul vrai événement climatique majeur que j'ai subi, et depuis 2013. C'est assez compliqué, des grêles massives et tendues. On a gelé 6 ans, sur 6 ans, on a gelé 5 fois. Ça devient effectivement compliqué. Ouais. Est-ce que ça, Hervé, ça relève aussi de ce, prenons les mots que vous voulez, hein, réchauffement, dérèglement climatique, peu importe. C'est pas la même chose, hein, bien sûr, mais quand même, est-ce que ça, on a quelque chose qui se développe à l'échelle de la planète tout entière. Oui. Donc, on sait que c'est ce qui a permis d'ailleurs de faire de comprendre les systèmes en jeu de manière beaucoup plus rapide, parce qu'effectivement, on avait devant nous un territoire, enfin un ensemble de territoires qui étaient tous soumis aux mêmes règles, en quelque sorte. Donc on est face à quelque chose qu'on a compris globalement comment ça fonctionnait assez vite. Après,
comment est-ce qu'on peut faire une transition à partir de ça sur des régimes locaux. Ça, c'est quelque chose qui est plus difficile finalement, parce qu'on a moins de capacité à bien comprendre les choses. On doit toujours regarder ce qui peut se passer dans un domaine moins bien défini. Enfin, on sait que finalement les gaz à effet de serre sont des gaz qui jouent un rôle, mais on ne sait pas exactement où ça va frapper, comment ça va frapper, quels sont les... Donc on a une difficulté un petit peu plus grande en fait quand on essaie de venir sur un domaine un petit peu particulier. Mais il faut avoir en tête quand même qu'on est quand même tous depuis longtemps déterminés quand même par ce qui se passe à l'échelle globale de la planète. Oui. Et puis l'être humain, de toute façon, depuis qu'il est sur Terre, enfin, si on prend juste le cher sapiens, alors l'homo sapiens, doublement sapiens, il est passé de 200 000 ans à 300 000 ans maintenant. Donc on est remonté, on va dire qu'on est là depuis à peu près 300 000 ans. Mais il a toujours été évidemment conditionné par le climat. Donc une fois de plus, la rapidité des phénomènes, donc la précocité, ça on l'a bien vu. Cher Philippe. Oui, je voudrais atténuer mon propos quand même, parce que je fais partie d'une génération où on a été béni des dieux, parce qu'on n'a pas eu d'événements climatiques. Mais je suis en train de comprendre ce que mon père et mon grand-père ont essayé de m'expliquer en me disant que de 1956 à 1969, ils n'ont pas fait une récolte sur deux. Entre 1956, les gelées d'hiver, des grêles, des gelées de printemps massives, des pluies importantes en été avec des maladies qui anéantissaient la récolte. On est mal habitué parce que pendant 30 ans, on a eu peu d'événements, à Bordeaux tout au moins, peu d'événements climatiques majeurs quand même. Alors, on verra bien sûr ce que peuvent faire aussi les vignerons, les viticulteurs, mais Nathalie Olat, aussi dans les constats, est-ce qu'on a une modification des cycles des ravageurs, des champignons pathogènes pour la vigne, notre milieu, notre oïdium? Qu'est-ce que l'on peut dire avec ce réchauffement? Alors ça, c'est une question assez difficile parce que justement, c'est un système compliqué, c'est peut-être au moins aussi compliqué que le climat. Les interactions avec les ravageurs, avec les pathogènes sont difficiles à évaluer. Et s'il y a des choses qu'on peut affirmer concernant la composition des raisins, l'augmentation de la teneur en alcool des vins, les interactions avec les ravageurs sont plus difficiles. On n'arrive pas vraiment à déterminer s'il y aura plus ou moins de maladies. Ça va dépendre des maladies. Et pour l'instant, en France notamment, on n'arrive pas à relier une augmentation des maladies au changement climatique. Bon, donc les gars, sur les insectes, pareil, quoi, parce que de toute façon tout remonte vers le nord, hein, donc que ce soit le hêtre, que ce soit donc les différents animaux, que ce soit le grand tétra dans les Pyrénées, parce que dans les Pyrénées vous avez le grand tétra, les Alpins n'ont pas le grand tétra, ils ont le tétralyre, bon, etc. Mais je veux dire que tout remonte vers le nord, donc est-ce que les insectes aussi Alors bien sûr, les insectes, c'est compliqué aussi parce que c'est pas uniquement lié au climat. Alors bien sûr, ils vont remonter avec le climat, mais il y a la main de l'homme qui intervient, les déplacements aussi qui jouent un rôle important. Il y a certains problèmes c'est comme des épées de Damoclès qu'on a sur la tête, certaines maladies comme la maladie de Pierce qui sont présentes dans d'autres pays. Et là, on craint que si les conditions climatiques s'aggravent, deviennent plus, notamment avec l'augmentation de température, on pourrait avoir des problèmes. Je crois qu'il y a, en lien avec les ravageurs, c'est surtout des épées de Damoclès qu'on a sur la tête. On n'a pas encore aujourd'hui mis en évidence de problèmes, une aggravation des problèmes. Hervé, non, tu voulais Non, je pense, d'abord, là aussi, on est tous liés à des problématiques qu'on ne connaît pas complètement. Moi, je suis physicien, je connais très mal, en fait, ce dont parle Nathalie aujourd'hui. Donc, en fait, je crois que c'est un des éléments majeurs dans lesquels on est confronté aujourd'hui, c'est le fait d'être confronté à des choses qui sont très difficiles, chacune. Et donc, on doit essayer de regarder comment ça fonctionne quand on essaie d'agréger ces choses-là. Et c'est peut-être, je pense,
la chose la plus importante qu'on ait à faire aujourd'hui, c'est d'essayer effectivement de lier le plus possible en fait ce qui se passe aujourd'hui. Alors, comme nos amis ont un palais assez affirmé, j'imagine pour un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas simplement que des goûteurs de flotte, hein, donc même si l'eau est très très bonne, la typicité donc du vin. Qui est tout à fait dépendante du sol, qui est dépendante du climat, qui est dépendante de ses terroirs. Est-ce que là, ça va bouger ou pas? Est-ce que ça pourrait bouger, Nathalie? Est-ce que là-dessus... Alors, bien sûr, la typicité du vin, elle est en grande partie liée au climat. Elle est liée. Et donc, ça affecte la composition des vins. J'ai parlé tout à l'heure d'une augmentation de la teneur en alcool, une baisse d'acidité, des équilibres au niveau de la composition des raisins qui vont se traduire dans la composition des vins et qui vont les modifier. Alors, pour certains vins, pour l'instant, l'impact est encore positif, on va dire. Puis pour d'autres, alors notamment les vins blancs, par exemple, on peut commencer déjà à avoir des impacts négatifs. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi, par exemple à Cognac ou en Champagne, où il y a besoin d'avoir une acidité forte pour conserver les vins aussi. Et là, il y a des inquiétudes majeures. Et donc, oui, on va... Alors, non, mais quand on dit inquiétude majeure, traduction, c'est quoi? C'est du vin qui va tourner, enfin, pas tourner, mais ce sera plus. Non, mais c'est plus compliqué de le conserver. Donc, voilà, par exemple, quand j'étais la semaine dernière à Cognac, et ben, alors, il faut répondre à plusieurs enjeux. Donc, il y a l'enjeu aussi de diminuer la consommation énergétique. Donc, on ne peut pas conserver en refroidissant. Et donc, cette acidité, c'était, par exemple, pour les vins qui vont être distillés, un facteur de conservation. Donc, si cette acidité baisse, eh bien, oui, elle est réduite, eh bien, il y aura plus de difficultés à conserver. Donc, ça pose de nouvelles questions techniques. Et en ceci, c'est intéressant parce qu'on est dans une situation où on doit se poser plus de questions, on doit réinventer les pratiques mises en œuvre, que ce soit à la vigne ou au chai. Et je crois que mes voisins en savent quelque chose. Ils vont nous le dire, on va pouvoir effectivement y aller. Mais sur le programme La Cave, le bien nommé, avec 2C, que vous avez donc lancé de 2012 jusqu'à 2021, vous avez étudié donc l'impact du changement climatique sur la vigne et le vin. Bien. Comment ça se traduit? C'est-à-dire que maintenant, la filière se mobilise beaucoup mieux, par exemple. Qu'est-ce que vous constatez? Les réglementations aussi, demain, les AOC, c'est très gentil, mais enfin, bon, ça a peut-être intérêt à bouger aussi, cette affaire-là, non? Alors, dans le cadre de ce travail qu'on a réalisé, on a essayé de mobiliser tous les acteurs professionnels et pour leur permettre d'essayer de se projeter dans le futur. C'est quelque chose de très compliqué, hein. On parle, alors, même si on le vit au quotidien, ce changement climatique, il est nécessaire pour pouvoir s'adapter, de pouvoir envisager le futur. Donc on a essayé de leur fournir des outils pour se projeter dans le futur au niveau des et qu'ils puissent se mobiliser, mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui permettent de garantir un avenir à la filière. Donc parmi ces actions, il y a effectivement d'agir, de réfléchir à quelles techniques on peut mettre en œuvre. Et puis, puisque la production de vin en France est très encadrée par un système réglementaire, eh bien, c'est aussi agir, l'adaptation, c'est aussi agir sur le système réglementaire pour pouvoir expérimenter dans les vignobles, par exemple, de nouveaux cépages ou de nouvelles pratiques culturelles. Donc ça, c'est des choses qui ont été, qui est un peu une dynamique qui s'est mise en œuvre dans le cadre suite au projet qu'on a conduit. La vigne, on le sait, donc aime les pays qui sont tempérés. Alors on peut l'accompagner aussi en Afrique du Sud, etc. Mais globalement, c'est ça. Demain, qu'est-ce que ça va être? Je sais que vous ne pouvez pas dépasser 2050, ce qui paraît déjà très bien. Notre vigne donc, globalement, on vient de la Méditerranée. Là, on est dans le Bordelais. On va venir avec Édouard, donc, lui aussi, donc, homme assez précurseur de ce 21e siècle, sur d'autres terroirs. Mais
il y a une redistribution des cartes qui va se faire. La vigne, de toute façon, elle n'est pas fichue, on est bien d'accord. Mais là aussi, il va y avoir une redistribution des cartes globale, mondiale. Alors, une redistribution, effectivement, il y a des zones qui vont devenir, qui n'étaient pas jusqu'à présent ou au cours des dernières décennies favorables à la culture de la vigne pour produire du vin, parce qu'effectivement, la vigne, c'est une plante, on va dire, plastique. Elle vient du bassin méditerranéen, elle a connu, pour se développer, des températures chaudes, des situations sèches, et donc la vigne en elle-même, elle est assez résiliente. Par contre, pouvoir, à partir des raisins, élaborer des vins de grande qualité, ça demande des conditions climatiques plus tempérées, comme vous le disiez. Et donc, il peut y avoir plus de difficultés à produire des vins fins aujourd'hui dans les régions plus au sud, où les températures... Alors l'Espagne, par exemple, le potentiel viticole de l'Espagne, il y a des pronostics qui disent qu'il va vraiment baisser, quoi. Oui. Pour la France, il pourrait rester relativement stable, et il y a des nouvelles régions qui peuvent devenir viticoles. Donc on parle de la Bretagne, où il y avait déjà des vignes dans le passé, mais en Normandie, dans les Hauts-de-France, il y a des projets viticoles qui s'implantent. Et puis à l'étranger, le sud de l'Angleterre, le vignoble grandit assez rapidement, la Belgique, il y a même des vignobles en Suède, etc. Donc effectivement, la carte des vignobles est en train d'être redessinée, notamment en gagnant de nouvelles régions viticoles. Ce qui nous fait une transition merveilleuse. Je t'oublie pas, hein, Philippe, parce que je sais que là aussi tu vas nous dire comment tu fais pour lutter contre cela, aussi bien d'ailleurs contre les ravageurs, mais aussi donc sur le réchauffement. On pourra évidemment vous lancer sur l'eau. Oui, aussi. Notre liane, notre vigne est une bonne fille, mais enfin il faut quand même un petit peu d'eau quand même malgré tout. Édouard Casal, vigneron en Bretagne, génial. Alors donc le Casal, donc le Casal c'est la maison, voilà. A travaillé à Saint-Émilion quand même, on va le raccrocher quand même ici, voilà. A été formé et maintenant est dans la vallée de la Rance. Vous connaissez l'usine marémotrice ? Eh ben elle est là. Vous voyez Saint-Malo, formidable. Eh ben il est juste à côté. Après vous avez Saint-Lunaire et c'est là. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Parce que je trouve ça super. Donc, je le rappelais tout à l'heure en préambule, la vigne, il y en avait partout à une époque, donc effectivement en France. Comme les loups, il y en avait partout. Voilà. Ce sera notre sujet dans la Cité du Vin. Là, ce sera. Bon. Donc, Édouard, racontez-nous votre aventure, votre histoire. Moi, déjà, dans un premier temps, je voulais devenir vigneron. Donc, j'ai mis les choses en place pour le faire. J'ai étudié la vigne et le vin. Je me suis formé chez des vignerons plus classiques, on va dire. Donc Saint-Émilion, la Toscane et la Nouvelle-Zélande. Et après, en 2016, je voulais m'installer. J'ai estimé que j'avais assez de bagages pour créer mon exploitation. Et la question se posait où ? Saint-Émilion, j'aimais beaucoup leur vin, mais c'était un peu inaccessible pour moi. C'est ça. Il y avait d'autres régions en France, mais où le vignoble était un peu en train de mourir. Et je n'avais pas envie de partir là-dessus. Puis pas fils de vigneron. Pas fils de vigneron, donc j'avais pas d'exploitation à récupérer. Ouais. Et il y avait cette opportunité qui s'est proposée avec la libéralisation des droits de plantation, parce qu'en fait c'était pas possible avant de planter de la vigne en Bretagne. Et donc on a étudié avec ma femme où aller, puis on est tombé assez vite sur la vallée de la Rance. Donc un historique viticole, un climat qui aujourd'hui s'y prête bien. Nous, on est là depuis 2016. C'est-à-dire qu'on a retrouvé historique viticole, c'est-à-dire qu'on avait planté, donc vous le saviez, donc je ne sais pas à quelle période c'était. Est-ce que c'était le haut Moyen-Âge ? Est-ce que c'était le Moyen-Âge, j'ai eu jusqu'à 1800 énormément de vignes dans la vallée de la Rance. Après, jusqu'à 1800 à peu près, d'accord. Ouais, après, il y a eu quelques vignes qui sont restées, mais c'était un gros vignoble jusqu'à 1800. Très bien. Et petit coup de phylloxéra là-dessus. Il y avait puis une église qui était très puissante aussi. Il y avait c'était la place Malouine, il y avait une église qui était forte, donc il y a énormément de l'Eucharistie, vignes. Là, c'était efficace. Et voilà, notre parcelle au cadastre, la première parcelle qu'on a plantée, c'est les Longues Vignes, qui est du coup le nom de notre domaine. Et nous, aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour faire des vins de qualité. Je pense que pour le milieu du vin, c'est une opportunité, ça fait une diversité de nouveaux produits. Ah oui. Et alors 4 hectares, vous avez 4 hectares, c'est 4 ça ? hectares, ouais. Ouais, d'accord.
Et à côté de ça, quand même aussi, vous avez aussi du pommier, vous avez du poirier, parce que vous êtes pour la diversification, et aussi le mariage d'ailleurs aussi avec les arbres. On a planté aussi 1,20 hectare de verger. Ça c'est pas chez vous, je pense pas. Non. Ça, c'est chez Philippe, ça. Donc des poiriers, des pommiers, donc pour faire des poirées et des cidres, mais aussi des cormiers, des sorbiers, des cognaciers, et puis un peu de tout pour avoir de la diversité. Et puis on avait cette chance d'avoir... c'était pas 4 hectares au milieu de vignes qu'on pouvait planter, on avait un peu plus de place, donc on a essayé de faire un peu différemment de ce qui se fait habituellement. Et aujourd'hui, ça réagit très bien. On a fait nos premières vendanges en 2022. On a des vins qui sont équilibrés. C'est pas facile de parler de ces produits, mais ils nous plaisent. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent tout, mais pas le vôtre. Donc allez-y. Non, mais ils nous plaisent et je crois que c'est bon, honnêtement. On avait prévu sur les premières années de la vigne de faire que des vins effervescents, parce que c'est des raisins en sous-maturité. Et finalement, on fait des vins blancs et des vins rouges dès le début. Vous êtes parti avec quoi? Parce qu'il y a quand même s'il y a un cépage qui est voyageur, c'est le chardonnay, quoi. Il est partout. Vous avez alors lui, Jean Plasticité, il est cool, hein, donc il s'adapte. Vous avez du chardonnay, je crois. On n'a pas été très original à ce niveau-là. On a du chardonnay aussi, du pinot noir et des gros lots. Alors l'idée, c'était quand même de planter des cépages précoces qui démarrent vite en saison et puis qui peuvent faire des vins de base pour des effervescents et des vins tranquilles, en fonction des années, parce que nous, notre idée, c'est de faire du bon vin. Alors si on doit une année comme 2021, une année un peu compliquée, tout passer en effervescent, on le fera, parce que l'idée, c'est que ça soit bon. 2022 nous a permis de nous lancer sur les vins tranquilles. Forcément, avec le résultat que ça a donné, nous, on a envie de continuer d'en faire. Parce que moi, je vais me mettre un petit peu à niveau. Moi, j'aime bien le vin, il n'y a pas de problème. Quand on dit vin tranquille, c'est parce que, comme il y a tellement d'appellations maintenant. Un vin tranquille, c'est un vin qui n'a pas de bulle. Ah, c'est ça. Ok, voilà, comme ça, c'est bon. Là, comme ça, je serai moins bête ce soir. Cépage portugais, vous êtes allé chercher. Donc après, il n'est pas portugais, il est plutôt allemand, mais il s'appelle le portugais bleu. Ah, oui, il s'appelle le portugais bleu, mais il est allemand. Ouais, je crois que c'est une histoire de cadeau entre les deux pays, mais c'est pas ma spécialité. On a planté des cépages du nord de l'Allemagne aussi là sur notre deuxième plantation. Donc du Frou Burgunder qui est un pinot noir précoce, une très vieille sélection. La vallée de la Rance, vous voyez, la vallée de la Rance au bout et où l'usine Marie-Motrice que vous ne voyez pas et les vignes donc de Édouard. Là on est chez vous. Ouais. Ça je connais. Ouais. Et voilà, on a replanté aussi un peu de chardonnay parce qu'il réagit très bien. Mais alors, est-ce que vous avez un peu l'impression d'être de nouveau, je veux dire, au Moyen-Âge, vous auriez été plein, donc c'était pas original. Mais aujourd'hui, alors comment on vous regarde là-bas? Comment les Bretons, il fait quoi là, Édouard là ça va, il va réussir, il va se casser la gueule, Non, honnêtement, j'imagine que dans mon dos, il y en a qui se sont dit il est fou, parce que c'était pas habituel. Tant mieux. Et ça, c'est une réaction assez classique. Oui. Après, entre paysans, les voisins, on est paysans et ça marche très bien. Et je pense que avec ce désir de consommer local, on a été plutôt très bien accueillis et les gens étaient assez impatients de pouvoir goûter ce produit. Et donc, il va y avoir une espèce de petite fierté qui va s'installer, je l'espère, donc là-dessus. Alors, en plus, si je dis pas de bêtises, le cher-mildiou, on n'aime pas. Hein. L'oïdium, on n'aime pas non plus, etc. Il n'aime pas le sel, donc pour vous, c'est tranquille parce que... Tranquille, je n'irais pas dire jusque-là. Mais l'image qu'on pourrait avoir d'un vignoble en Bretagne avec l'humidité et une sensibilité aux maladies, sur le mildiou, on est plutôt protégé parce que quand il pleut, dans le Nord-Bretagne, il fait plutôt froid. Donc la maladie n'est pas explosive. Ouais. Et en plus, on a des embruns salés et le mildiou et le sel ne s'aiment pas du tout. Après, l'oïdium, où c'est seulement l'humidité, il a juste besoin d'humidité relative. Là, on est beaucoup plus sensible. Donc, en fin de saison, on doit faire attention. On le sait maintenant. Et malgré tout, on est en agriculture biologique, mais on a quand même les outils pour se défendre. Et on va essayer d'avoir une plante équilibrée, de bien travailler pour que déjà elle puisse subir les agressions d'une manière... plutôt tranquille. Mais oui. Et alors chez vous, lorsque vous vendangez en doudoune, en ciré, en tout ça, c'est à quelle période en fait? Là, ça a été quand? Cette année, on a plutôt vendangé en t-shirt, mais
Mais 19, on a fait ça dans la semaine du 19 au 26 septembre. 19 au 26 septembre. Pour les vins tranquilles. Sinon, au début des mois de septembre, pour les vins effervescents. Philippe, on ne fait plus ça, 19-26 septembre maintenant ici. Si, encore? Ah, d'accord, très bien. Bon, je ne parlais pas des vendanges tardives, hein, mais d'accord, 19-26 septembre. Ouais. Donc, comme on est sur des cépages, l'année était très chaude, des cépages précoces. Oui. Et on avait une charge qui était assez limitée parce que notre vigne est jeune. Donc, c'était mûr à ce moment-là. Non, mais c'est bien. En fait, c'est un pari, mais quelqu'un qui crée son affaire, parce que ça a vraiment été ça, hein, un projet ex nihilo. Donc, véritablement. Ouais, c'est un pari, mais c'est aussi une chance parce qu'on a une liberté, une certaine liberté pour faire ses choix, travailler. Et puis là, c'est une terre qu'on va découvrir pour sa relation avec la vigne de A à Z. Et aujourd'hui, on arrive à faire du vin déjà. C'était notre premier objectif. Et j'espère que dans 10 ou 20 ans, on fera des super vins. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez apprendre à mieux connaître encore plus vos cépages, encore plus votre terroir. Là, je suis en train de décrire le boulot d'un vigneron qui doit être observateur. De toute façon, votre météo, votre etc. Ah ouais, faut qu'on reste assez humble par rapport à notre terre, parce qu'aujourd'hui, on ne se connaît pas encore. On est encore en train de s'apprivoiser, on se connaît de plus en plus, mais je pense que l'amour qu'on lui donne, ça va nous le redonner. Jusqu'ici, ça se traduit bien. Non, mais oui, c'est pour ça que on s'est dit ce soir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne évidemment d'ailleurs aussi, mais il faut quand même aussi un régional de l'étape. Cher Philippe, prends le micro, voilà, des vignobles bardais, et qui est un homme qui a... moi, j'ai eu la chance de te rencontrer donc, dans le cadre des journées techniques du CIVB, donc ici à Bordeaux, et il y a eu toute une évolution. Lorsque l'on parle d'agroécologie, déjà, quelle est ta définition personnelle, on va vous voyez, votre définition. Mon interprétation de l'agroécologie, c'est, on fait avec la nature, par contre. Ouais. Et pour faire avec la nature, il faut plusieurs ingrédients. Il faut connaître les éléments, la physique, les éléments naturels, qu'ils soient physiques ou biologiques. Pour ça, on a besoin des scientifiques qui nous expliquent les mécanismes, pour qu'on puisse bien les comprendre, parce que nous, on est des paysans, il faut qu'on comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Après, il faut des outils pour qu'on puisse observer ce qu'on nous a expliqué. Et à partir de là, lorsqu'on l'a compris, qu'on peut l'observer, on peut piloter. Et là, lorsqu'on pilote, on peut amener la nature vers là où on veut. Donc, comment j'ai commencé d'abord par gérer les insectes. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer des scientifiques, un entomologiste, qui nous a expliqué, à nous, vignerons, et à l'époque avec des arboriculteurs, que pour gérer tous les insectes carnivores ou les araignées carnivores, nous aider pour manger les insectes végétariens ou les araignées végétariennes. Donc, partant de ce principe, il fallait les cultiver. Et pour les cultiver, il fallait laisser pousser de l'herbe dans les vignes. Alors ça, au début, c'était un petit peu compliqué. Et culturellement, oui, c'était un petit peu compliqué. Donc, on y est arrivé assez facilement. Pourquoi ? Parce que début des années 80 jusqu'au début des années 90, on était en transition de modèle économique. On basculait du modèle économique de mon père et de mon grand-père, qui était plutôt basé sur la quantité, vers le modèle économique de la qualité. Donc, pour ce faire, il fallait faire ce qu'on faisait des vendanges vertes. Donc, accepter qu'on baisse le rendement en concurrençant la vigne avec des végétaux, à l'époque, c'était facile. Et c'est pour ça que j'ai passé le pas. Donc, on s'est retrouvé avec un vignoble totalement enherbé, et au milieu des années 90, 95 à peu près, on n'utilisait plus d'insecticides ni rien. Les équilibres naturels étaient retrouvés. Et à partir de là, on s'est aperçu que la vigne reprenait vie, elle se requinquait. Donc, on ne comprenait pas trop, parce que c'était quand même assez contre-intuitif. On n'avait pas appris ça à l'école. Et là, on s'est aperçu, les scientifiques nous ont aidés aussi, on rentrait dans ce qu'on appelle maintenant l'autofertilité des sols. L'autofertilité des sols, c'est quoi ? C'est la chlorophylle, la photosynthèse, qui produit de la biomasse, qui produit du sucre, qui circule par la sève élaborée. Ça fait toute la vie sur Terre. Quand je dis sur Terre, ce n'est pas dans l'eau, c'est sur le sol. C'est le départ. Et la magie de la photosynthèse, c'est que ça prend du carbone
comme par hasard, le gaz carbonique, on en a trop dans l'air. Donc on prend du carbone, on le transforme en humus, en matière organique, et les champignons nous aident à le transformer en humus. Et cet humus, c'est quoi? C'est le coffre-fort du sol. C'est un mélange, en se mélangeant avec l'argile, ça fait le complexe argilo-humique qui fixe tout un tas de nutriments. Donc on se retrouve avec la richesse du sol, c'est ça. Donc elle s'est aperçue très rapidement qu'il fallait arrêter de labourer. Ça aussi, c'est les scientifiques qui nous ont expliqué, parce que c'est totalement contre-intuitif. Le labour enrichit le père et ruine le fils. Ah, le labour enrichit le père et ruine le fils. C'est ce que j'ai compris. Toutes les civilisations occidentales ont ruiné les sols. Oui. Ont ruiné les sols en brûlant de l'humus et en dégradant les sols. Oui, donc l'enherbement, il y a le soleil dessus, voilà, et puis on avait constaté que ça allait mieux, donc c'est l'auto-fertilité des sols. Et maintenant, fort de ce constat, j'essaie de comprendre, de me faire expliquer par tout un tas de scientifiques le phénomène de production de l'eau. On cultive l'eau avec cette notion qui est importante à comprendre. L'eau verte. L'eau verte et qu'est-ce l'eau bleue. Que c'est alors, voilà. Alors l'eau bleue, c'est l'eau qui tombe du ciel et qui est aussi d'irrigation. Et l'eau verte, c'est celle qui circule par les végétaux et avec les champignons. Parce qu'il faut savoir que l'ensemble de la vie du sol nourrit la vigne, mais pas qu'en éléments. Les bactéries, c'est plutôt les éléments fertilisants. Et les champignons, c'est plutôt l'eau qui circule. Les micro-canons des mycéliums de champignons, ça fait des petits tuyaux, et l'équilibre de différence de potentiel de l'eau dans les différents végétaux, et l'eau se répartit comme ça toute seule, en plus de l'eau libre. Donc on essaie maintenant de cultiver l'eau, et je milite pour qu'il y ait beaucoup plus de végétaux, de chlorophylle à la campagne, comme en ville, parce que la photosynthèse est quelque chose qui consomme beaucoup de calories. Donc ça refroidit énormément les sols, ça refroidit énormément les bâches couches de l'atmosphère, ça fournit à cette atmosphère beaucoup de vapeurs d'eau qui vont retomber en plus loin. Donc vraiment, il faut cultiver l'eau aussi bien dans ville, parce que les villes, que lorsque c'est trop, il n'y a pas assez de végétaux sur un sol, enfin, vous avez tous fait l'expérience l'été, de marcher sur une margelle de piscine, et marcher dans la pelouse qui est à côté. Bien sûr. Et sur nos terrains, un sol agricole nu, c'est la margelle de piscine qui est chauffée par le soleil. C'est la faiblesse de Bordeaux, qui est une des villes les plus minérales de France. Mais bon, voilà. Donc il faut, et pour climatiser une ville, il ne faut pas payer des redevances à EDF, il faut végétaliser les villes. Le problème, c'est qu'il faut minimum 10-15 ans pour rentrer dans ce cycle vertueux. Il faut du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher à utiliser au mieux la chlorophylle, c'est le meilleur capteur solaire. On n'a pas besoin de l'importer de Chine, celui-là. On peut le faire chez nous. Non, mais vous voyez, bon, on est sur ces bascules aujourd'hui. Alors, c'est ce que l'on disait. Le problème, c'est que on va assister et on va subir la rapidité des phénomènes. Alors, à la fois avec le côté inertie du système pour le réchauffement, mais Hervé sait très bien qu'il n'y a pas que l'inertie, il y a donc aussi toute la dynamique qui existe. Il y a des effets de seuil. Les stars d'aujourd'hui et de demain, moi sur France Inter, ça fait déjà 10 ans que je disais attention, la star de demain, ça va être l'eau, avec le trop d'un côté et le pas assez de l'autre. Et puis ça va être aussi le CH4, donc notre joyeux méthane. Pas simplement parce que quand vous voyez une vache, elle balance du CH4 par devant et du CO2 par derrière. Hein, donc la barre de couple, là, hop, ça c'est la rumination, c'est par devant. Non, c'est aussi parce qu'on a 1/5 des terres mondiales aujourd'hui du Nord, donc nos terres arctiques qui sont en train de relarguer donc du CH4 avec le pergélisol. En français, on dit permafrost, non je plaisante, c'est l'inverse. Pergélisol, c'est en français. Et donc le permafrost qui se dégèle. Donc ça va être ça. Et donc il y a des gens qui essayent aussi, alors modestement, mais ce qu'a fait Philippe. Et alors, est-ce que tu as été contagieux? C'est-à-dire que dans le domaine agricole, c'est très simple. On ne va pas dire aux gens, vous faites ceci, faites cela. Non. On observe, on regarde,
ah, le voisin il fait ça, ouais, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on s'y met quand même dans le Bordelais En matière d'enherbement, je pense que oui. Bon, en 90, quand j'ai généralisé l'enherbement, toutes les vignes, j'ai repris en 90 les enfermages et les vignes de mes parents. Donc, d'un coup et d'un seul, j'ai enherbé toutes les vignes de Saint-Émilion. Là, les voisins, les vieux copains à mon père sont venus le voir en disant « Qu'est-ce qui se passe, il est devenu fou ?» Mais je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, enfin depuis pas mal d'années, à Bordeaux, il y a beaucoup plus de vignes qui sont enherbées en permanence. Donc, le bon sens paysan prime à chaque fois. Lorsqu'il y a du résultat. Alors, le problème de l'enherbement, c'est celui-là. C'est au départ, pendant 8 ans, on baisse les rendements. C'est pour ça que ce n'est pas généralisé. C'est parce qu'il y a une contrainte au départ qui est vraiment sévère. Mais après, ça revient. Et je confirme que ça revient. Et grâce à l'enherbement, on a éliminé les insecticides, j'ai géré tous les insectes. Et là, depuis peu de temps maintenant, j'ai un problème majeur en matière de maladie, un seul, c'est le milieu de la vigne. Parce que le milieu de la vigne. Ah, d'accord. Notre vigne, Vitis vinifera, n'est pas armée génétiquement comme. Et puis le milieu de la vigne, c'est pas les virus qui s'adaptent beaucoup plus rapidement à nos épidémies. Là, ça fait 150 ans qu'on l'a et manifestement, ça bouge pas. Et ça, c'est compliqué. Sinon, donc, avec sécheresse, là, effectivement, lorsque l'on parle d'eau, donc ouvrons cette case, mais déjà, tu y as répondu indirectement avec tout ce que tu es en train de faire, pour aussi donc, préserver donc, ce qu'il y a à la fois ta qualité des sols, de mettre de la matière organique donc, dans les sols, d'apprendre à faire que la nature fasse le boulot. En fait, voilà, c'est ça. Là, il faut qu'on nous explique un phénomène. Après, nous... Et alors, la difficulté, c'est que dans ces cas-là, chaque parcelle est différente. Pour l'enherbement, au début de l'enherbement, j'ai fait comme tout le monde, j'ai semé des couverts. Et puis petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait certaines variétés de végétaux qui... Enfin, moi, on a pas mal de surface, mais elle est sur une zone très, très restreinte. Mais malgré tout, il y a des parcelles où il y a des équilibres de végétaux qui sont différents que dans d'autres, ouais. sur des distances de quelques centaines de mètres. C'est ça. Ouais. C'est vraiment, il faut considérer chaque parcelle comme une entité vivante, avec la vigne et les végétaux qui vont avec. Et ce qui est difficile pour nous d'observer, les bactéries et les champignons qui sont dans le sol. On a quelques petites idées, on soupçonne. J'ai la faiblesse de croire ce que les scientifiques me disent, donc je crois en certaines choses, mais j'essaye de comprendre les choses. Disons des systèmes agronomiques un peu ésotériques, et quand je ne comprends pas, malgré qu'il y ait du résultat, j'ai du mal à les piloter, parce que j'aime bien piloter les choses. Voilà, c'est comme ça. Donc, en tout cas, on ne remerciera jamais assez le champignon, qui est la clé du sol. J'ai presque dire la clé de sol, mais c'est ça. Le champignon, c'est un truc fabuleux. Enfin, c'est le point de départ. Donc, avec l'humus et donc le troc qui se perd avec la surface, etc. Donc, c'est valable aussi en forêt. Hein, ce qui se passe dans les vignes, c'est différent. Mais le mécanisme est quand même toujours le même. Hein. Il y a toujours effectivement un échange entre les racines, le champignon, etc. Non, mais c'est sur le gel, pour lutter contre le gel. Alors, effectivement, pour moi, l'enherbement permanent contrôlé est bénéfique sur tout mon cycle végétatif, sauf ça augmente d'une manière assez importante le risque de gelée de printemps. C'est significatif. Oui. Donc, mais j'ai la chance d'être sur un terroir de Graves. La particularité des terroirs de Graves, c'est des terroirs qui sont très filtrants. Donc, il y a de l'eau au fond. Le sol est très sec, donc ça nous permet d'avoir la capacité de lutter contre le gel par aspersion de refrondaison. Alors, j'ai rien inventé parce que nos amis arboriculteurs, ça fait plus de 50 ans qu'ils utilisent ça. Mais pour moi, j'arrive en fin de carrière, c'est nouveau. Je suis apprenti sur ce sujet-là, mais manifestement, c'est une technique de lutte contre le gel qui va bien avec l'interprétation que je fais de l'agroécologie, parce qu'on utilise des phénomènes naturels. Là, c'est des phénomènes physiques. La chaleur massique de l'eau, le fait que l'eau, quand elle se prend en glace, elle produit des calories. Là aussi, pour les non-scientifiques, c'est contre-intuitif. La transformation de l'eau, d'un gramme d'eau en glace, produit 80 calories. C'est ça.
Donc c'est une quantité de calories produites qui est importante. Donc toi, tu n'envoies pas de la chaleur avec des bras zéro, hein, le long de tes vignes, non? Toi, c'est de l'aspersion, et après, donc ça va fait. Alors il y a l'effet igloo, donc c'est 80 calories qui englobent, dans la glace se fait et ça maintient le végétal à l'abri. Et en plus de ça aussi, ça se met bien sur l'herbe. Et il y a une ambiance générale qui se réchauffe, c'est la solution la plus efficace. Et là, tu tiens jusqu'à combien? Moins 6, moins combien? Alors, dans la littérature, tout le monde nous garantit moins 6. Et à partir de jusqu'à moins 8, ça peut résister s'il n'y a pas trop de vent et si l'air n'est pas trop sec. Parce que vous avez tous vu les canaux à neige. Les canaux à neige, c'est de l'eau avec beaucoup d'air dans une ambiance sèche. Et là, ça fait du froid. Et à ce moment-là, lorsque l'eau s'évapore, c'est pour ça que c'est compliqué quand même la nature. Parce qu'il y a tout un tas de phénomènes qui vont dans le bon sens. Il y en a un qui est l'évaporation de l'eau qui fait du froid, qui annule tout le reste. Donc c'est pour ça que c'est quand même technique à piloter cette affaire-là. S'il fait trop chaud, est-ce qu'on vendange la nuit? Parce que ça, on le voit très souvent dans le Midi, aussi dans le Languedoc, etc. Alors moi, je fais que du rouge. Ah, okay. C'est moins prégnant. Disons, la seule année où ça a été un petit peu compliqué, c'est en 2003. Et on s'arrêtait de récolter lorsque le raisin était à 28 degrés. Il y a des journées où on s'était arrêté à 11h du matin. Okay. Ça, c'est arrivé. En principe, quand il fait trop chaud, on évite. Mais même si les raisins ont 28 degrés, ce n'est pas un sujet. Pour les blancs, c'est plus compliqué. Il faut avoir des températures un petit peu plus basses. Et maintenant, tu sors tes vins, donc tes rouges, à quel degré, on va dire? Alors, c'est là où c'est magique. L'enherbement avec, disons, la litière que j'ai réussi à constituer, parce qu'on peut parler de litière, étant donné qu'on ne désherbe plus ni mécaniquement ni chimiquement, et on tombe très haut. Donc ça fait une épaisseur de végétation qui protège le sol des rayons directs du soleil. Donc l'effet canicule est vraiment très, très bien géré. Ouais. Et en plus de ça, toute cette masse de végétation, même cette année où c'était très sec, canicule et sécheresse, c'était sec, donc ça a protégé énormément le sol. Et en plus de ça, comme il y avait, et on l'a constaté vraiment cette année, il y avait un delta T entre la nuit et le jour qui était de plus de 25 degrés. Ouais. Donc malgré tout, que cette litière qui était assez sèche, le matin, il y avait de la rosée sur cette litière. Ah ouais. Il y avait quand même de la rosée, alors que sur la route à côté, sur les terrains labourés ou sur la route, il n'y avait pas du tout de rosée le matin. Donc malgré tout, il y avait un peu de rosée. Et la litière, elle est décomposée par les champignons. Et les champignons récupéraient un peu d'humidité qui balançait de l'eau au système. D'accord. Alors ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le système des forêts et de tous les végétaux qui produisent du sucre distribue du sucre par les racines, par des exudats racinaires, ça s'appelle, au système. Et il donne du sucre aux micro-organismes, c'est-à-dire aux champignons et aux bactéries qui lui sont favorables. Donc cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait que la vigne qui avait de la photosynthèse. Donc la vigne a donné du sucre aux champignons et en compensation, le champignon lui donnait un petit peu d'eau. Ben, c'est du troc. Hein. Et c'est vraiment du troc. C'est vraiment du troc. Et dès lors qu'on met des engrais ou qu'on laboure, on casse ce système d'équilibre et on casse le troc. C'est pour ça qu'il y en a certains qui me disent que c'était un ayatollah du non-labour. Mais il y a des règles que, quand on les a compris, il faut essayer de respecter. Oui, quand on dit faire avec la nature, c'est la comprendre. Non, c'est très intéressant parce que ça veut dire que sur n'importe quel terroir, là c'est le plus grand de France en ce qui concerne le Bordelais, mais voilà, il y a des choses qui se font et on espère que vous allez être contagieux les uns et les autres. Alors, on n'a pas évidemment... D'abord, je salue nos amis internautes parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc, pardonnez-moi, je ne vous ai pas dit bonjour. Là, voilà, donc on est là, mais je sais que vous êtes en train de prendre des notes, etc. Donc, il est 20h06. Bon, on est parti avec nos 6-7 minutes, ça c'est normal, tranquillou de retard. Alors, on n'a pas du tout la prétention, évidemment, là, d'avoir tout dit, loin de là. On s'est dit qu'on allait vous laisser quand même des questions. Voilà. Donc, il va y avoir les questions qui vont passer. Alors, je ne sais pas ce que c'est, là, cher Loïc, qui m'a parlé d'un micro-ballon et d'un ballon micro. Je ne sais plus comment tu appelles ça. Et puis, nos amis aussi, donc, nos amis aussi internautes, donc, s'ils souhaitent donc, des questions, donc, je t'en prie, parce que là, tu vas être l'homme de la situation. Je vois qu'il y a une très jolie petite boîte orange. C'est quoi? C'est ça. C'est un... Je vais voir ça. C'est quoi? J'ai marqué Cité du vin. Déjà, c'est un bon début. D'accord. Ah oui, ok, tu l'envoies. Ah oui, c'est ça. C'est le côté rugby, mais c'est le côté rugby. Peut-être.
Eh ben voilà. Il est ni rond ni ovale, celui-là. Ok, j'ai compris. Donc, souhaitez-vous, parce que nous on peut continuer, mais voilà, on voudrait vous en laisser un petit peu, parce que oui, allez. Donc on va commencer tout là-haut. Juste un petit point technique, parler bien proche du micro pour qu'on vous entende et qu'il n'y ait pas d'interférence. Et donc après on peut s'envoyer le... Hop là, super. Bon, parlons dans un cube. Bonsoir à tous. Collez bien dessus. Voilà. Comme ça, vous m'entendez correctement. Alors, je m'appelle Alexandre, je suis sommelier de formation et depuis peu vinificateur indépendant dans des pays chauds à la limite de l'aridité. Oui. Et donc, j'ai entendu des témoignages qui sont très intéressants sur cette agroécologie, à savoir mixer différentes espèces végétales pour qu'elles apportent quelque chose de positif au niveau de l'équilibre d'un biotope. Et ici, c'était la relation entre les oliviers et la vigne. Au temps des Romains, on entendait des formes de plantation. On avait un rang, voire 2 rangs d'oliviers et en dessous des vignes sur 5-6 rangs. Soit c'était une alternance de vignes et d'olives, ou alors c'était vraiment les oliviers qui plongeaient, la vigne qui plongeait sous les oliviers. Mmh. Ces 2 espèces avaient besoin de ressources hydriques et de ressources en nutriments à peu près similaires, mais à des moments différents. Et l'avantage, évidemment, c'était que la vigne était dans un climat beaucoup plus frais et surtout protégée du soleil grâce à l'ombre de l'olivier. Quand on voit les campagnes d'arrachage aujourd'hui dans le vignoble bordelais, est-ce que c'est peut-être pas une façon de réduire considérablement la température globale des vignes, comme l'ont compris déjà les Bourguignons en plantant le long des combes qui sont rafraîchis par exemple par des bois, où on peut voir ça aussi sur le Bergeracois par exemple. Est-ce que ce n'est pas une solution de planter des arbres dans le vignoble, même si ça peut contraindre un petit peu à la mécanisation ? Écoutez, merci à vous pour ça, parce que donc, effectivement, en fait, là, vous êtes en train de définir un petit peu ce qu'étaient les ancêtres de l'agroforesterie, hein, donc on était aussi un petit peu là-dedans. Et effectivement, donc petit salut donc aux combes, qu'elles soient les combes de Lavaux du côté de Gevrey ou d'ailleurs, parce que en fait c'est les parties, on va dire, un peu supérieures de la Bourgogne qui ont permis aussi d'avoir de la terre après qui est redescendue, donc de ces fameuses combes, etc., et qui ont nourri les sols. Je ne sais pas, sur ce thème-là, oui, Philippe. Oui, enfin, nous, ici, historiquement, dans le Bordelais, ça s'appelait des vignes en joual. Alors, il n'y avait pas d'olivier, mais il y a toujours eu des parties historiques de notre vignoble. À Saint-Émilion, il n'y avait pas de joual, par exemple, ça a toujours été de la culture un peu plus intensive. Mais effectivement, à Bordeaux, depuis 1998, on plante pas mal de haies, on entretient les haies. Ça a commencé en 1998 pour nous et pour pas mal de gens, avec une association Arbres et Paysages en Gironde qui travaille bien sur le sujet. Je confirme que ça a un intérêt. Quand je parle de chlorophylle, c'est tous les végétaux qu'il faut revégétaliser un maximum, intensifier les vignes avec l'enherbement, certes, mais toutes les autres zones, intensifier les plantations d'arbres, parce que ça sert aussi pour c'est de la biodiversité banale, mais qui est tout aussi importante. Ah oui. Et en plus de ça, si on parle de ça, je pense que entre les vignobles et l'océan, il faut, le drame qu'il y a eu avec les feux de forêt, j'espère qu'ils vont remplacer avec des feuillus, parce que le feuillu est beaucoup plus intéressant pour évaporer de l'eau, pour cultiver la pluie. Le feuillu est plus intéressant que le conifère. Que le Douglas, on est d'accord. Nathalie ? Oui, c'est pour aller dans le même sens. Il y a de plus en plus d'expérimentations, de gens qui essayent de planter des arbres dans leur vignoble. Alors, il y a autant de systèmes que de viticulteurs, on va dire, et il faut trouver un équilibre entre les bonnes espèces, les bonnes essences d'arbres, la vigne. Il faut aussi que avec l'arbre, on n'introduise pas aussi d'autres pathogènes, hein, parce que dans le sol, il y a des champignons du sol qui peuvent être aussi négatifs pour la vigne. Donc il faut trouver dans chaque site les bons arbres à combiner avec la vigne. Et puis avec l'arbre, il y a aussi l'herbe, hein, dont parlait Philippe Bardet. Et c'est
c'est ces éléments-là qui sont importants. Effectivement, pour faire baisser la température, parce que je pense que c'est... Et puis, améliorer la complexité des sols et retenir l'eau. L'arbre est le compagnon à la fois de l'herbe et de la vigne. Sur l'enherbement, une question donc de votre part. Pour assurer un bon enherbement, à quelle hauteur minimum et maximum alors doit-on maintenir l'herbe pour une efficacité significative? Peut-être que ça doit dépendre aussi de tous les... Alors, disons que je pourrais en parler jusqu'à demain matin, donc je vais essayer d'être très rapide. Disons, il faut favoriser les végétaux qui poussent à l'automne, en hiver et au début de printemps, les faucher très haut, et naturellement, ils vont s'arrêter de pousser, et ils vont empêcher les végétaux qui poussent en été, ce qu'on appelle les estivales. Ils vont les empêcher de se développer d'une manière plus efficace que le labour, le binage ou le fameux Roundup. Ouais. Voilà. Oui, mais bien sûr. Donc, quand j'ai dit faucher, c'est ça, c'est entre 15 et 20 cm de hauteur. Voilà. Un jour, on aura un truc sur le glyphosate. Vous verrez ça. C'est pas... Là, actuellement, ça freine encore beaucoup parce que c'est quand même très très fort, mais on aura des problèmes avec ça. Concernant la réimplantation des arbres dans les vignes, n'y a-t-il pas un risque de développement de pourrier? Donc à terme, si, c'est ça. Donc j'ai peut-être Nathalie Olat. Ce que je voulais dire, c'est de toute façon, il faut vraiment pouvoir d'abord bien identifier quelles peuvent être les bonnes essences à implanter, voir où les implanter. Donc c'est pas systématique, il n'y a pas une seule solution, c'est pas une règle partout, et donc il faut être prudent. Mais effectivement, en apportant certaines essences, on amène aussi certains risques d'avoir des champignons du sol tels que le pourrier. Donc c'est toujours aussi une question de dosage et d'observation, une fois de plus à chaque fois. On n'est pas là, vous le savez, vous l'avez compris, pour plaquer en disant c'est ça comme méthode, c'est ça qui va remplacer, c'est le bois qui va remplacer le charbon qui va remplacer le bois, le pétrole qui va remplacer le charbon, le machin. Bon. D'ailleurs, dès qu'on parle d'énergie, il y a une chose qui est très très simple à retenir, ça c'est pas le sujet, mais c'est toujours le remplacement d'un emmerdement par un autre. Voilà. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on doit prioriser? Je referme la parenthèse. Comment vous... Alors si, peut-être, on y va, parce qu'il y a le ballon. Allez, super. C'est bien, vous ne l'envoyez pas, vous le passez très gentiment, madame, je vous en prie. Mais je vais l'envoyer après, j'espère. Bonsoir à tous, merci pour votre intervention. Une petite question concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la recherche? On voit une baisse de typicité des vins, une baisse de l'effet millésime, on a des saisons quand même de plus en plus chaudes. Et on parle beaucoup de travail sur les porte-greffes. Certains disent qu'il faut revenir au franc de pied, parce qu'on perd des degrés. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites ou qui pourraient être faites. Concrètement, aujourd'hui, où ça en est au niveau de la recherche, des choses qu'on peut faire pour un peu réagir face au changement climatique qui, pour l'instant, ne bouge pas, puisque rien n'est fait dans ce sens-là non plus. Merci à vous. Nathalie. Alors, qu'est-ce qui est fait? Sur le plan technique, il y a beaucoup de travaux qui sont menés. Alors, effectivement, ce qu'on appelle, nous, le matériel végétal, donc cépage et porte-greffe, c'est une thématique qui m'est très chère, qu'on travaille au sein de notre laboratoire. On pense que les porte-greffes sont un élément majeur concernant notamment les situations de sécheresse. Alors, je ne suis absolument pas en faveur d'arrêter le greffage parce que le phylloxéra est toujours là. Et bien, quoi qu'on en dise, alors ça peut tenir une petite dizaine d'années et encore, mais la majeure partie des dans la majeure partie des cas, quand il y a plus de 2% d'argile dans les sols, eh bien, le phylloxéra, il adore ça et il va s'installer sur les racines. Donc la vigne va pouvoir peut-être survivre quelques années, mais elle va rapidement dépérir. Donc, si certains veulent le faire et l'expérimenter, ils sont tout à fait en mesure de le faire. Mais en tout cas, sachant ce que c'est que le problème du phylloxéra, je ne le préconiserai jamais. Par contre, il existe
une très grande gamme de porte-greffes et on peut en créer de nouveaux pour essayer de s'adapter à des conditions hydriques, enfin des sécheresses plus intenses et ainsi éviter ce qui est en train de se développer ou on essaie de développer, c'est la question de l'irrigation. Donc il faut tout faire pour éviter d'irriguer la vigne et le porte-greffe peut être un élément important. Après, il y a la question des cépages aussi. On peut. Alors, notre Merlot qui doit faire de mémoire 70-75% de la surface, et qui ramasse pas mal de sucre, et puis notre Cabernet Sauvignon là, qui est plus tardif, là, comment. Voilà, ça va être. Alors, il faut savoir que l'encépagement dans le vignoble, il a toujours évolué, hein, et il a aussi évolué à Bordeaux. Hein. Au début du XXe siècle, il y avait très peu de Merlot, et puis maintenant, c'est la grande majorité. Donc, la typicité des vins, elle a forcément aussi changé, même en dehors du changement climatique. Alors aujourd'hui, effectivement, les meilleures conditions de maturation, on va dire, dans la plupart des cas, peuvent faire évoluer la typicité. Et jusqu'à présent, on constate que ce n'est pas forcément négatif pour la qualité, notamment des rouges à Bordeaux, mais la crainte, c'est d'être arrivé à l'optimum et ensuite, si ça se poursuit, s'il y a beaucoup plus d'années chaudes et d'années sèches, de ne plus avoir ce potentiel qualitatif important. Donc, on en a parlé tout au début, c'est la question de vendanges toujours plus précoces. Et là, c'est ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire qu'on mûrit dans des températures. Le climat se réchauffe, donc globalement, la température est plus chaude. Mais quand on mûrit au mois d'août ou à partir de début août, eh bien, on mûrit dans des situations plus chaudes que lorsqu'on mûrit au mois de septembre. Donc, une des propositions, une des options, ça peut être aussi de faire évoluer l'encépagement. Alors, pas de le remplacer du tout, mais éventuellement d'identifier des cépages plus tardifs qui pourraient être introduits dans l'encépagement. Et comme à Bordeaux, on produit un vin d'assemblage, compléter la palette et la diversité des cépages qu'on peut cultiver. C'est aussi introduire des éléments de biodiversité. Donc je crois que ces deux leviers qui sont importants et qui sont travaillés en matière de recherche. D'autres de mes collègues s'intéressent à l'association avec les arbres. Il y a des projets de recherche sur ce qu'on appelle l'agroforesterie. Il y a des travaux qui aussi mobilisent des techniques, un peu plus de technologie, hein. Certains expérimentent l'association de panneaux photovoltaïques avec des vignobles. Oui, ce sont des choses qui existent. Oui. Ça déjà, évidemment, ça a commencé aussi donc, en Vallée du Rhône et ailleurs. Je vois une question qui arrive, effectivement, et au fur et à mesure, qui se fait. Non, ça va être bon, Loïc, je pense que ça. Est-ce que le droit français n'est pas un frein à un changement rapide? Cépage, densité, écartement, donc pour pouvoir s'adapter. Alors, je parlais effectivement des AOC aussi. Voilà. Non, mais je veux dire que comme on a toujours un temps de décalage entre globalement, alors ça, les politiques, je ne vais pas vous faire un couplet, mais enfin, globalement en France, entre ces sujets-là d'environnement où vous avez un affichage extraordinaire, ils ont tous le mot développement durable, etc. Et tout, quelles que soient les couleurs politiques, hein, je m'en fous, c'est pas ça. Moi, je les observe depuis déjà quand même 40 ans hein. Là-dessus. Et après, l'action, c'est quand même toujours un peu compliqué. Et ça veut dire que derrière, il y a des lois. Alors, elles ne vont pas être adaptées, là, les lois. Nathalie. Si, elles bougent, hein, parce que alors, je ne connais pas les autres secteurs d'activité, mais justement, la filière vitivinicole est assez réactive pour faire varier faire évoluer ces règlements et être en mesure de s'adapter aux enjeux. Alors, qu'est-ce qui va, pour les gens qui sont un peu néophytes, qu'est-ce qui va, par exemple, bouger Alors, par exemple, depuis 2018, on peut introduire des cépages qui ne sont pas inscrits dans le cahier des charges des appellations. Pour faire du vin de Saint-Émilion, il y a un certain nombre de cépages qui sont inscrits. Aujourd'hui, on peut
alors pas à Saint-Émilion, mais dans d'autres parties du vignoble bordelais, comme en Bordeaux et Bordeaux supérieur. On peut expérimenter de nouveaux cépages. On a le droit de les expérimenter, d'intégrer les vins qui sont produits dans le vin de Bordeaux. Et donc ça, c'est une autorisation qui a été donnée et des nouvelles réglementations qui ont été qui ont été établies par les appellations d'origine, par l'INAO, pour permettre l'expérimentation. Et progressivement, eh bien, cet INAO, il essaie de pouvoir être suffisamment, de pouvoir intégrer ces évolutions, de pouvoir introduire de l'expérimentation pour permettre aux viticulteurs de se préparer et d'adapter progressivement leur vignoble au changement climatique. Bon, donc ça c'est une bonne nouvelle, donc tant mieux. Et je vous le disais tout à l'heure en préambule, les désirs de l'homme ont été supérieurs à la réalité du monde, et maintenant c'est l'inverse. On a tiré sur la corde comme des malades, donc on essaye de remettre le curseur au bon endroit, et maintenant donc de faire avec la nature, et donc évidemment faut que les lois puissent s'adapter, et tant mieux. Donc j'avais pas forcément potassé tous ces éléments-là. Je regarde si effectivement il y a d'autres questions. Je vous en prie, autre question. Voilà, on y va. Allez, ça sert à ça. Oui. Non, ce n'est pas du basket, madame. En basket, vous n'êtes pas très bonne, mais c'est pas grave. Je ne peux pas vous en vouloir. Donc. Bonsoir. J'avais une question pour les deux vignerons présents ce soir. Oui. On connaît des alternatives à la vigne comme ce que vous parliez, l'enherbement ou même la limitation de l'effeuillage. Moi, j'avais une question, c'était plutôt les alternatives au chai, notamment lors de la vinification, et notamment l'utilisation de la rafle. Est-ce que selon vous, ça serait une alternative pour le changement climatique, notamment la réduction de l'alcool et tout ce qui s'ensuit? Alors, moi la rafle, ça, je suis bon, mais après, techniquement, je peux. Vas-y, Philippe, des codes pour tout le monde. Le progrès, pour mon grand-père, le progrès, ça a été éliminer les rafles de la vinification en rouge. Le progrès, ça peut être de rajouter des rafles, mais le progrès ne peut être que équilibre et mesure. Et si j'ai cru comprendre les premiers essais qui ont été faits, ils ont été faits avec beaucoup de curiosité, beaucoup de modestie pour essayer de comprendre et de voir ce qui pouvait se passer. Donc on en est loin de le généraliser, mais comme tous les essais, toutes les nouveautés, je suis très curieux et très intéressé par ces problématiques. Mais il faut savoir que moi, ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas le changement climatique, c'est le changement du goût des consommateurs. Et ça va beaucoup plus vite, parce qu'il faut savoir que nous, on parlait de nouveaux cépages et tout ça, on fait des essais, mais on comprendra l'intérêt de tel ou tel cépage ou matériel végétal un petit peu différent que dans 15 ou 20 ans. Parce que le temps de l'expérimentation, ça nous permet d'avoir une idée, mais voir comment, dans nos conditions de production pédoclimatiques au local, ces différents matériels végétaux se comportent, là, il faut un peu plus de temps. Donc, j'attends de voir. Mais je suis très, très intéressé par la réflexion qu'il y a autour des rafles. Alors, c'est vrai que sur le goût du consommateur et des jeunes, d'ailleurs, c'était aussi un peu un signal, un constat que faisait Bernard Farge, donc le président donc, du CIVB, ou vice-président. Donc, il disait ça évolue extrêmement vite, et c'est pas parce que ça s'appelle Bordeaux que maintenant, aujourd'hui, hop, ça y est, c'est bon, quoi. Non, c'est tout à fait, c'est en train de bouger. Je sais que le ballon va être passé. L'enherbement est préconisé donc pour l'installation d'un vignoble, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque élevé donc de la concurrence donc trop forte avec le cep? Au début, je confirme, c'est le problème. Ça effondre les rendements, effectivement. Il faut que le cycle biologique se remette en route, que les végétaux supérieurs se reconnectent par le sucre avec la biomasse du sol, que ce soit bactéries ou champignons. Okay. Et ça prend un peu de temps. Bon. Je vous en prie, le micro. Oui. Bonjour, Clémentine, je suis doctorante en Sciences Po Bordeaux. Je travaille sur politique environnementale dans les vignobles. Du coup, je voudrais revenir plus sur l'aspect politique publique et régulation. Je voulais savoir ce que vous pensez d'un durcissement des régulations. Je sais que certaines AOC, notamment Pauillac et il me semble Saint-Émilion, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, ont entamé une transition pour intégrer dans l'AOC
une certification environnementale obligatoire. Donc après, bon, HVE, bio, voilà, on peut en débattre de qu'est-ce qui est certification environnementale. Est-ce que ce serait généralisable à toutes les AOC, sachant que voilà, on est aussi une génération où on veut pouvoir faire du vin pour les générations à venir et les vignobles du futur. Est-ce que c'est généralisable ? Je pense que oui, parce que la définition historique dans les années 30 de l'AOC, c'est des usages loyaux, locaux et constants. Et qu'est-ce que c'est la loyauté ? À l'époque, la loyauté, c'était que les vins ne soient pas falsifiés. Compte tenu de l'intérêt sociétal sur l'environnement, je ne vois pas pourquoi l'approche environnementale ne serait pas à mettre dans la catégorie loyale. Donc pour moi, ça va, tout dépend de ce qu'on y met. Si on met une mesure particulière, interdiction de faire ci, interdiction de faire là, à mon avis, ça va être plus compliqué. Qu'on s'accroche à des certifications qui sont, elles, évolutives, ça me paraît plus intéressant. C'est ce qu'on a choisi à Saint-Émilion. Se raccrocher à des choses qui sont évolutives, qui sont en phase avec l'évolution de la société, dans cette notion de loyauté, qui est la définition même de l'AOC, historique. En rappelant évidemment que les certifications bio n'ont strictement rien à voir avec les HVE, haute valeur environnementale. Je referme la parenthèse. Mais je vous en prie. Donc, autre question. Voilà. Oui, bonsoir. Donc, c'est Sylvaine. Oui. Je m'intéresse vivement à l'environnement et je suis coach de mon entreprise pour la fresque du climat notamment. Voilà. Je voulais vous poser la question. On a souvent donc opposé la forêt et la vigne, puisque pour faire donc une vigne, il faut déforester. Et donc, je voulais poser la question à monsieur qui a fait donc Longuevigne, c'est ça ? S'il a dû effectivement enlever des arbres pour mettre sa vigne, et le fait qu'il va y avoir un réchauffement climatique, on a vu que certaines vignes vont être plantées plus au nord, donc est-ce que ça va augmenter la déforestation ? Et donc, ça serait un cycle infernal, en fait. Voilà. Déjà, moi, je vais répondre que pour ma part. Pour le reste, les autres, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Alors nous, c'était des terres qui étaient déjà cultivées en sarrasin, donc on n'a rien arraché, aucun arbre. On a même un chêne qui doit être bien centenaire, qui nous pose beaucoup de soucis d'un point de vue technique, mais il est toujours là et on ne le retirera pas. Il pourra nous amener un peu de pourridier dans cette zone. Et on fera avec. Mais je ne pense pas que d'implanter de la vigne dans des régions plus septentrionales signifie déforestation. Enfin, je ne l'espère pas. Alors je vous rassure, hein, si on regarde les grands plans mondiaux de déforestation, visons le soja transgénique, bouffons moins de viande, et là on mangera moins de soja effectivement qui sera importé, qui arrive sur le port de La Rochelle, sur le port de Brest. Bordeaux, je crois pas, je sais pas, peu importe. Jusqu'à présent, on est à peu près tranquille entre vignes, on va dire des déforestation, mais vous avez raison de poser la question. Hein, de toute façon, bien sûr. Il y avait le micro, je vous en prie. Oui. Bonjour. Je voulais vous poser une question, Monsieur Casal, par rapport à votre réflexion de faire un domaine en Bretagne. Est-ce que vous avez eu la réflexion du gel, parce que vous parliez quand même, vous aviez pris des cépages précoces, ou est-ce que justement d'avoir l'implantation proche de l'eau, ça vous permet peut-être de lutter plus facilement contre ce gel ? Et j'avais une autre question également. Vous parliez du sel, de l'avantage du sel face au milieu, mais est-ce qu'il n'y a pas également des inconvénients ? Est-ce que vous avez réfléchi peut-être, je ne sais pas, à des porte-greffes particuliers ou voilà. Alors pour le gel, nous on est sur une zone assez proche de la mer, donc sur une zone littorale, donc on est sur une zone historique non gélive. Le Pays Malouin était une zone légumière parce qu'il y avait 2 récoltes dans l'année, donc on peut faire des légumes d'hiver et pas cette problématique de gel. Après, en 2021, on a quand même quelques bourgeons congelés, on était en dessous des 10%, donc les autres grappes ont rattrapé ça, mais nous on est un peu protégés par ça, donc on a pu aller chercher la précocité, on n'a pas cette problématique. Et concernant le sel, nous, ça reste un atout, mais bien sûr, on a analysé le sol, et la salinité du sol aurait pu être problématique pour notre système racinaire.
Mais nous, on est en dessous de 0,5%. Donc on est tranquille, mais c'est une question à se poser. Ouais. Autre petite dernière, si vous avez, si vous le souhaitez. Ben voilà, avec grand plaisir, madame. Merci. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure, Nathalie Hollade, de la maladie de Pierce. Personnellement, je ne connais pas. Si vous voulez nous en parler un peu. Qui était ce monsieur Pierce qui a donné le nom à cette maladie? Je ne sais pas. Donc, je ne suis pas spécialiste de cette maladie, mais c'est une bactérie qui est transmise à la vigne par un certain nombre de cicadelles, je crois. En fait, c'est un problème. Le vignoble californien, par exemple, a ce problème-là, qui est maîtrisé aujourd'hui, mais qui cause de gros problèmes de dépérissement. Et aujourd'hui, on sait que cette maladie est présente en Italie. Alors, elle attaque, c'est une maladie qui n'est pas spécifique à la vigne, mais il y a certaines souches qui sont spécifiques à la vigne. Donc, par exemple, elle a détruit une grande partie de l'olivier dans le sud de l'Italie. Et elle se rapproche comme ça progressivement du vignoble français. Il semble que les conditions climatiques ne soient pas encore tout à fait adaptées, on va dire, ou favorables à son entrée dans le vignoble français et à son extension. Mais il faut rester très prudent. Et donc, c'est vraiment important de surveiller et d'être vigilant par rapport à ces nouveaux ravageurs qui pourraient rentrer et ces nouvelles maladies qui pourraient être introduites dans le vignoble et se développer. Et en raison de conditions climatiques plus chaudes, pouvoir avoir des conséquences très négatives sur le vignoble. Hervé, tu veux un petit mot? Tu veux non Non, je pense que la seule chose peut-être que je peux dire, que j'ai déjà dit, c'est qu'effectivement le futur est quelque chose qui va être très, très différent de ce qu'il est aujourd'hui, progressivement. Je pense que tel que l'on voit les choses se définir aujourd'hui, on va avoir effectivement très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait penser, une vision du futur qui nécessairement sera marquée par ce qui est en train de se passer. On peut dire qu'on a un problème qui est lié à ce qui se passe dans l'espace. Hein. On a derrière nous, devant nous, je ne sais pas comment il faut dire, mais des choses qui ont été initiées par les activités humaines, mais qui maintenant se déclenchent de manière extrêmement rapide, extrêmement forte. Et voilà, donc je crois qu'il faut être attentif avec cela. Je pense que dans tous les domaines, en fait, dans beaucoup de domaines qui sont... On est à la fois dans le temps des conséquences, donc les effets boomerang, et aussi le temps de la réparation. Alors, ça veut dire effectivement que la vie sera différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas forcément heureux, loin de là. Ça veut dire que ça va être effectivement des vies qui vont être, oui, tout à fait différentes. Si les politiques ne font pas leur boulot, c'est les réassureurs qui vont le faire à leur place. Je dis ça depuis à peu près une quinzaine d'années et j'ai la chance de bosser pour des réassureurs. Ils sont une vingtaine dans le monde. Ce pas des écolos, hein. C'est juste des gens qui, effectivement, qui ont cartographié votre coin kilomètre carré par kilomètre carré pour voir les zones de submersion, les zones d'incendie. C'était prévu. Hein. Ils ne savaient pas quand en Gironde. Hein. Ils ne savaient pas quand. Ce qui s'est passé cet été était assez effroyable, etc. Et tout. Mais 55 000 hectares quand même cette année qui ont cramé au total au lieu des 10 000, 12 000, etc. Donc, cartographie pour les incendies, pour les submersions, pour les zones de rétractation des maisons, donc les retraits, gonflements, etc. Tout y est. Et eux, effectivement, il y a des choses qui ne vont plus être assurées. Dans la vallée de la Silicon, là, donc en Californie, il y a des choses qui ne vont plus être assurées. En Floride, non plus. Peut-être qu'un jour aussi, en France, on ne va peut-être pas forcément tout assurer. Donc ça va être un monde qui est très différent. Mais pour autant, il y a des possibles.
Et je vous rassure, puisqu'on va vivre des choses quand même plus ou moins rigolotes, on aura besoin d'oublier de boire. Voilà. Et de boire du Bordeaux. Alors il y en aura peut-être moins, effectivement, parce que là, il y a une crise aussi commerciale. Pas que la crise de réchauffement climatique, ce qui se passe sur le Bordelais, là où on parle de retirer 10% donc, des cépages. Je crois que les supérieurs et puis les Bordeaux doivent faire 57 000 hectares quand même, donc ça rigole pas. On parle de 10%, bon, c'est pas simple. Juste une petite incise, je ne vous l'aurais pas fait si ça n'avait pas eu de rapport du tout. Dans CO2 Mon Amour, donc sur France Inter, ce dimanche, mais on peut l'écouter évidemment en podcast, que vous êtes 630 000 à l'écouter, mais il y a 100 000 podcasts toutes les semaines. Là, j'ai un rapport direct, pour ça que je le dis, et un rapport direct aussi avec le boulot que fait Philippe. J'ai rencontré un homme qui bosse avec des viticulteurs et des arboriculteurs principalement. Il s'appelle Brice Lemaire et il a inventé sa profession, il est nichoiriste. Et donc, des gens qui fabriquent des nichoirs, il y en a plein, des gens qui posent des nichoirs, il y en a plein, oui. Mais lui, il le fait de façon tout à fait professionnelle. Il vous balance alors des nichoirs pour mésanges et des nichoirs pour les chauves-souris, qui en plus en ont besoin. Il a des résultats étonnants dans les vignes. Donc là, j'ai tourné ça il y a à peu près un petit mois en Ardèche. On est à 450 mètres d'altitude, on est au-dessus de Cornas, on est du côté de Saint-Péret, donc sur la rive droite du Rhône. Et alors là, c'est déjà quelqu'un qui est en bio, donc qui travaille avec la nature, mais qui renforce complètement ça en mettant 8 nichoirs, si vous voulez, à l'hectare. Et ça marche. La mésange, elle fait le boulot, donc ça y va. Et la nuit, donc là, ça va être les papillons, ça va être donc les chauves-souris qui vont faire ça. Voilà, donc vous verrez ça. Donc si vous souhaitez l'écouter, c'est pas dur, vous récupérez ça après en podcast. On vous remet 20h39 avec les arrêts de jeu, c'était bon. On était parti à 6, donc 1h30. Ça va en termes de temps, on est parfait. On vous remercie de tout cœur. Voilà. On vous remercie aussi, donc amis internautes, avec peut-être un verre à la main. Vous aviez le droit. Mais nous, on a un très bon Bordeaux là, vous voyez, qui est pas mal ça. Vous vous souvenez, moi j'étais vraiment tout petit, mais il y avait un homme qui s'appelait René Dumont. 1974 à la télévision. Eh ben, vous voyez, ça, un jour, on va peut-être se battre pour ce verre d'eau. Eh ben oui. Donc on y est, mais une fois de plus, il y a des possibles, et il y a de l'intelligence. Il y a de l'intelligence. Alors, si elle redevient un peu plus collective, ce sera génial. Et on va faire avec la nature. Et on ne va pas lui défoncer la tête comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, merci, cher Philippe, pour tout cela. On vous souhaite le meilleur. Et puis, un grand merci donc à la Cité du Vin, à sa fondation, de nous avoir donc accueillis. Et puis, donc, voilà, la prochaine fois, il y aura d'autres débats, d'autres angles. Vous pouvez en inventer 150 000 sur le vin. Il n'y aura aucun problème. Merci beaucoup, Mélanie. Et merci, madame. Et merci, mes trois messieurs. Voilà. Et bon vin breton. Bon vin breton.